sommet des Nations Unies sur le climat à New York. Quelle stratégie ivoirienne contre le réchauffement climatique? C'est le sujet développé hier par le président Alassane Ouattara. L'autostop, un moyen de transport économique, mais qui a souvent des conséquences fâcheuses. On en parlera en début de journal. Enfin, de nouvelles frappes américaines en Syrie. Elles déstabilisent l'axe Téhéran-Damas-Hezbollah. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Sommet des Nations Unies sur le climat à New York. Comment la Côte d'Ivoire fait-elle face au phénomène? Le président de la République, Alassane Ouattara, a développé hier la stratégie ivoirienne de lutte contre le réchauffement climatique. Il s'agit entre autres de la création d'une plateforme nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes. Le chef de l'État ivoirien a également exhorté ses pairs à réagir à la hauteur de la menace et tracer la voie d'un accord contraignant au sommet de Paris en 2015. Les États-Unis s'engagent également dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le président américain Barack Obama a réclamé un accord ambitieux face à une menace croissante. 6 ans après l'échec de la conférence de Copenhague, le sommet sur le réchauffement climatique qui vient de s'achever à New York a confirmé un tournant dans la prise de conscience mondiale. Les États-Unis et la Chine, qui ont longtemps empêché tout accord global mettant en cause leur souveraineté, affirment aujourd'hui vouloir prendre leur part du fardeau. Mardi, Barack Obama a reconnu la responsabilité particulière des États-Unis. Il a appelé à conclure un accord ambitieux à la conférence de Paris fin 2015. Comme un gouverneur américain le disait, nous sommes la première génération à ressentir l'impact du changement climatique et la dernière génération à pouvoir agir contre lui. Il y a quelques minutes, je disais au vice-premier ministre chinois que nos deux pays, en tant que principale économie et premiers émetteurs de gaz à effet de serre dans le monde, ont une responsabilité particulière à agir. Une centaine de chefs d'État et de gouvernement se sont engagés mardi à redoubler d'efforts. Étaient présents à leur côté des chefs d'entreprise, des maires de grandes villes et des représentants de la société civile. Car seule une mobilisation de tous les acteurs peut aujourd'hui contrer cette menace. En tant que leader politique, en tant que capitaine d'industrie ou comme simple individu, nous n'avons plus le choix. Nous avons simplement un devoir, celui d'avoir le courage de prendre des décisions. Des décisions qui peuvent vous rendre impopulaire auprès de quelques milliers de citoyens, mais qui protégeront des milliards de personnes. Ainsi, vous préserverez le futur de la planète et celui de nos petits-enfants. Sous la pression de leur opinion publique, les gouvernements sont maintenant appelés à l'action. L'Allemagne et la France ont annoncé le versement d'1 milliard de dollars au Fonds vert des Nations Unies. Ce fonds doit aider les pays en développement à stopper la déforestation et à opérer une transition vers les énergies propres. Retour en Côte d'Ivoire où un phénomène prend de l'ampleur. L'autostop est une façon de voyager en demandant aux chauffeurs de véhicules de nous convoyer sans payer le parcours. Ce type de déplacement est très prisé par les jeunes filles dans le district d'Abidjan et particulièrement dans la commune du Plateau. Toutefois, cette pratique a des conséquences fâcheuses. L'autostoppeur peut se trouver nez à nez avec un malfrat ou pire, un psychopathe. Reportage Franck Wadio et nous Sangaré. Des jeunes gens pratiquement sur la chaussée, les bras levés, interpellant les automobilistes. Un geste quotidien pour Didier, jeune technicien de revêtement du meuble, et Thiédé, technicien de surface. Seule alternative selon eux pour rallier la commune du Plateau où ils exercent leur profession à Yopougon, grosse commune située en banlieue nord d'Abidjan. Cela est dû au problème de transport. Parce que souvent quand on arrive à la gare Suède, il y a un problème de bus. Quand on arrive, les bus ne sont pas à l'heure. Donc on préfère venir ici, faire des ressources stop. Les gens de bonne foi nous prennent pour nous laisser un peu devant. Ça nous permet de vite rentrer à la maison. Bon, on ne peut pas lutter avec les enfants là-bas, les bus. Quand tu veux lutter avec eux, ça ne peut pas. Ils vont te projeter, même souvent ils te blessent. Dès 17h, dans la commune du Plateau, le centre des affaires de la ville d'Abidjan, sous le pont Félix Houphouët-Boigny, à quelques mètres de la place de la République, les scènes d'autostop sont devenues des plus ordinaires. Moi, par exemple, je suis à Académie, le Bourg Académie. Et actuellement, je suis descendu à 17h. Si j'attends le bus, je vais rentrer à la maison à 22h. Oh, ça ne m'arrange pas. Nous sommes des mères de famille.
Bon, à une certaine heure, il faut qu'on rentre vite pour pouvoir préparer. Et en plus encore, il n'y a pas assez de bus. Et pourtant, cette pratique comporte bien de risques. Automobilistes et autostoppeurs, les inquiétudes sont partagées. Certains préfèrent ne même pas s'adonner à cette pratique. Bon, moi particulièrement, je ne les prends pas. La plupart même, c'est des agresseurs. Bon, quand tu prends certains, tu veux les rendre service, arriver devant. Bon, il y a d'autres qui ont des couteaux. Parmi eux, il y a d'autres aussi qui ont des pistolets, qui t'agressent. Ça comporte beaucoup de risques. Le premier risque, tu ne connais pas la personne que tu prends. Arrivé à mi-chemin, tu peux être agressé. Ça, c'est le premier danger. Le deuxième danger, je touche du bois. S'il y a un accident, ce monsieur à qui tu as rendu service, il se retournera contre toi. Je ne conseille pas à mes camarades, mes soeurs, d'aller faire autostop. Tu n'as pas les moyens. Bon. Tu peux demander de l'aide à quelqu'un, mais au lieu d'aller monter dans une voiture que tu ne connais pas la personne, bon, va prudent. L'autostop, qui autrefois se limitait dans la commune du Plateau, s'est déporté vers les autres communes d'Abidjan, et ce, malgré les risques qu'il présente. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire s'engage dans la lutte contre le virus Ebola. L'UNJCI a remis aux organisations de presse des kits de lavage de mains. Ce geste pour renforcer la sensibilisation sur la fièvre hémorragique qui a déjà fait plus de 2800 morts en Afrique de l'Ouest selon le dernier bilan de l'OMS. Plus d'une quinzaine d'associations de journalistes ont bénéficié de kits de prévention contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Cette action de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, met ainsi en mission les journalistes dans la sensibilisation contre ce fléau. L'association entend, à travers cette sensibilisation, accompagner le gouvernement de Côte d'Ivoire dans la lutte contre le virus Ebola. Au moment où toutes les autorités du pays sont engagées dans cette lutte, nous estimons que les journalistes ne peuvent pas rester en marge de ce combat pratiquement national. Et donc nous tenons à remercier le ministère de la Santé qui nous a mis à notre disposition un important lot de savon, de tout ce qu'il faut pour pouvoir lutter contre le virus Ebola. Message bien perçu par les journalistes qui s'engagent à relayer l'information. Nous disons que effectivement le virus Ebola ne doit pas passer par nous pour atteindre la Côte d'Ivoire. Désormais, il faut observer l'hygiène. L'hygiène qui consiste à se laver les mains. L'hygiène qui consiste, n'est-ce pas, à ne pas saluer les gens n'importe comment. L'hygiène qui consiste à être propre. L'hygiène qui consiste tout court à faire attention pour ne pas que le virus Ebola puisse avoir droit de cité en Côte d'Ivoire. La fièvre hémorragique à virus Ebola n'a toujours pas de remède. Le respect scrupuleux des mesures prises par le gouvernement contribuera à protéger la vie des populations contre cette dangereuse maladie. Un reportage de Serge Gongouma. L'Espagne renonce à son projet de loi sur l'avortement. Le texte modifiant la précédente loi adoptée en 2010 par le gouvernement socialiste proposait de réduire considérablement le droit d'avorter en Espagne, qui autorise actuellement l'avortement jusqu'à 14 semaines de grossesse. Le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, a mis fin hier à plusieurs semaines d'incertitude. La loi limitant l'avortement, dont l'avant-projet avait été adopté en décembre 2013, ne verra pas le jour. En ce moment, en tant que président du gouvernement, je pense que j'ai pris la décision la plus sensée. Nous allons continuer à travailler sur la question, mais ce que nous ne pouvons pas avoir, c'est une loi qui soit modifiée au prochain changement de gouvernement. Depuis son adoption au Conseil des ministres, le texte avait suscité le rejet de bon nombre d'Espagnols. Dénommé loi de la protection du conçu et des droits de la femme enceinte, il limitait l'interruption volontaire de grossesse au cas de viol ou au risque physique ou psychique pour la santé de la mère. La malformation du fœtus n'était pas considérée comme une raison suffisante pour avorter. Je pense que les paroles de Rajoy aujourd'hui sont la meilleure démonstration du fait qu'ils ont dû revenir en arrière à cause de la pression sociale. Mais la gauche et les associations de défense des droits des femmes n'étaient pas les seules à rejeter le projet de loi. Au sein même de la droite, le texte avait suscité des critiques. Selon un sondage, 53% des électeurs du Parti populaire y étaient opposés.
Face à des échéances électorales en 2015, Mariano Rajoy a donc sacrifié son ministre de la Justice qui portait ce projet de loi depuis le début. Représentant de la frange la plus conservatrice du PP, Alberto Ruiz Gallardón a annoncé hier sa démission et par la même occasion son retrait de la vie politique. Mais les militants anti-avortement ne s'avouent pas vaincus. Ils ont décidé de mener la vie dure au gouvernement. Nous allons réagir par une mobilisation sociale constante pour faire bien comprendre au gouvernement et à toutes les forces politiques que des millions d'Espagnols n'admettent pas cette décision. Avant même l'annonce de ce retrait, ils défilaient dans les rues de Madrid pour mettre en garde Mariano Rajoy. Ils ont le soutien de l'épiscopat espagnol. Seule concession faite au mouvement pro-vie, le gouvernement a annoncé qu'il reviendrait sur la possibilité pour les mineurs de 16 à 18 ans d'avorter sans le consentement de leurs parents. L'otage français Hervé Gourdel a été décapité par ses ravisseurs en Algérie. Le quinquagénaire avait été enlevé dimanche par un groupe djihadiste. Les soldats du califat avaient menacé de le tuer si la France n'arrête pas ses frappes contre l'État islamique en Irak. Nouvelle frappe américaine en Syrie. Les bombardements ont visé l'État islamique ainsi qu'une autre cellule moins connue d'islamistes radicaux. Ces offensives déstabilisent l'axe Téhéran-Damas-Hezbollah. La crise ukrainienne, le dernier bilan des Nations Unies datant du 21 septembre dernier fait état de 3245 morts depuis le début des affrontements entre milices pro-russes et forces loyalistes dans l'Est ukrainien. L'ONU estime cependant que le nombre de victimes pourrait être significativement plus élevé. Du sport pour terminer, la 3e édition de la Coupe d'Afrique de Maracana à Niamey au Niger. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont été sacrés vice-champions en catégorie vétéran et champions chez les juniors. Les athlètes sont rentrés à Abidjan reprendre le cours de leur vie. Aéroport Félix Houphouët-Boigny, mardi 23 septembre. L'avion transportant les éléphants maracaniers en provenance du Niger vient de fouler le sol ivoirien. À son bord, les dirigeants du Maracana ivoirien, les vice-champions vétérans et les champions seniors de la Coupe d'Afrique des Nations, Niamey 2014. À tour de rôle, ils recevront dans le pavillon ministériel la Kouaba traditionnelle avant d'être consacrés champions par l'offrande symbolique d'une gerbe de fleurs. Mission accomplie selon le chef de la délégation ivoirienne à Niamey. Je dis merci au gouvernement ivoirien, à son président, parce que ce n'était pas simple quand on partait. Et je suis convaincu que suite justement aux démarches qui ont été entreprises à notre absence, très bientôt, la Côte d'Ivoire reconnaissante saura nous valoir ce qu'il faut. À leur sortie du pavillon ministériel, partenaires et supporters sont venus dire merci aux champions et témoigner leur affection au Maracana ivoirien. Cap est ensuite mis sur Yopougon. Au complexe sportif, le Trocapeur Stadium a revêtu ses plus beaux habits. Hommage mérité pour les Maracaniers ivoiriens qui espèrent présenter la coupe aux autorités dans les prochains jours. Voilà, c'était un reportage de Salif Ouattara. Au revoir et à très bientôt. Ce sera toujours sur RTI2.